Anki était assise tranquillement dans sa petite chambre, pliant de minuscules vêtements de bébé qu'elle avait achetés avec espoir, des vêtements qu'elle n'avait jamais utilisés. Dehors, le bruit des rires et des pleurs des bébés emplissait la cour familiale. Mais sa chambre restait silencieuse. Ses bras étaient vides. Lors des réunions de famille, elle se forçait à sourire tandis que tout le monde parlait de ses enfants. Ils riaient, jouaient avec leur bébé et lui lançaient des regards plaintifs. Certains murmuraient même dans son dos, la traitant de stérile. La douleur était inimaginable. Mais Anki ne prononça pas un mot. Elle souriait sans cesse, faisant comme si tout allait bien. Personne ne s'arrêtait jamais pour lui demander comment elle se sentait vraiment. Personne ne remarquait ses yeux rouges et gonflés après de longues nuits passées à pleurer dans son oreiller. Pas même son mari. Il ne l'a pas soutenue quand elle s'est effondrée. Il ne l'a pas défendue quand les autres se moquaient d'elle. Il resta silencieux, comme si sa douleur n'avait aucune importance. Anki ne regrettait pas seulement un enfant. Elle se perdait elle-même, un chagrin silencieux après l'autre. Et tandis que d'autres ne voyaient que son berceau vide, il passait à côté de la vérité. Son cœur était brisé, et personne ne s'en souciait assez pour le voir. Anki était assise tranquillement dans le salon ce jour-là, espérant que son mari finirait par la défendre. Sa mère était de retour et, comme toujours, ses mots étaient tranchants comme des couteaux. « Tu es un gâchis d'utérus », cracha-t-elle en regardant Anki de haut en bas avec dégoût. Le cœur d'Anki se serra, mais elle garda son calme. Elle l'avait déjà entendu, mais cette fois, elle regardait Mako, son mari, attendant. Attendant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Un seul mot pour la défendre. Pour dire, ça suffit, c'est à ma femme que tu parles. Mais Mako ne dit pas un mot. Il n'avait pas l'air en colère. Il ne semblait même pas surpris. Il détournait simplement le regard, comme s'il n'était pas là. Comme s'il ne l'avait pas entendu. Comme si elle ne valait pas la peine d'être défendue. Anki cligna des yeux pour retenir ses larmes. Ses doigts tremblaient. Elle avait attendu des années. Non seulement un enfant, mais aussi du soutien. Par amour. Par protection. Pour que son mari lui montre qu'elle comptait pour lui, même dans les moments difficiles. Mais il resta silencieux. Son silence était plus fort que n'importe quelle insulte. Puis sa mère reprit la parole. Cette fois, elle ne cria pas. Elle le dit doucement, comme une suggestion. Mako, tu es encore jeune. Tu peux épouser quelqu'un d'autre. Une vraie femme qui peut te donner des enfants. Anki le regarda, choqué, attendant qu'il dise non. J'aime ma femme. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a même pas hésité. Cette nuit-là, il est entré dans leur chambre avec un sac en plastique noir. Il a commencé à emballer ses affaires. Ses vêtements. Ses chaussures. Leur album de mariage. Il ne l'a pas regardé une seule fois. Anki était assis au bord du lit. Silencieux. Engourdi. C'était comme un rêve. Ou un cauchemar. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a juste vu l'homme qu'elle avait épousé la traiter comme une moins que rien. Comme si elle n'avait jamais été à sa place. Quand il eut fini, il déposa le sac près de la porte. Tu peux aller retrouver tes proches, dit-il doucement. Comme s'il lui rendait service. Pas de câlin. Pas d'adieu. Juste ces mots froids. Et comme ça, le foyer qu'elle avait construit, l'amour pour lequel elle s'était battue, ont disparu. Non pas parce qu'elle n'avait pas essayé. Mais parce que la seule personne qui aurait dû la soutenir n'avait même pas essayé. Le jour où Anki fut renvoyé, il n'y eut aucun mot gentil. Pas de câlin chaleureux. Et personne ne dit « Nous sommes désolés ». Sa belle-mère se tenait là, les bras croisés, l'observant comme si elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait. Mako, son mari, ne la regarda même pas dans les yeux. Il lui tendit simplement un sac noir. Le même genre de poubelle que l'on utilise pour les ordures. À l'intérieur se trouvaient ses vêtements, pliés négligemment. Ses chaussures. Quelques produits capillaires. Et leur album de mariage, rangé sans ménagement, comme s'il n'avait plus d'importance. Anki ouvrit le sac et le contempla. C'était comme si quelqu'un avait rangé toute sa vie dans un tiroir et l'avait qualifié d'inutile. Cet album de mariage avait été autrefois sa chose préférée. Elle en feuilletait les pages et souriait en les voyant paraître si heureuses.
Maintenant, il était plié, griffé et taché à force d'être ballotté. Tout comme son cœur, meurtri, déchiré et jeté. Personne ne l'aidait à porter le sac. Personne ne lui dit au revoir. Le gardien ouvrit le portail et lui fit signe de partir. Le ciel était gris. Et avant qu'elle puisse sortir, la pluie s'est mise à tomber. Doucement d'abord. Puis forte. Mais elle ne s'est pas enfuie. Elle n'a pas couvert sa tête. Elle est restée là, plantée là. Trempée. Tenant le sac qui semblait plus lourd à chaque seconde. Elle se retourna une fois. La maison où elle avait cuisiné, nettoyé et ri. J'ai pleuré. Ça ne ressemblait plus à ma maison. On aurait dit la maison d'un étranger. Un endroit qui l'a poussée dehors sans hésiter. Elle a fait un pas. Puis un autre. Ses pantoufles clapotaient dans la boue. Son cœur était calme. Ses yeux étaient fatigués. Et ses mains agrippèrent le sac comme si c'était la seule chose qui lui restait. Elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille à proximité. Pas d'argent économisé. Pas de plan. Que de la douleur. Mais soudain, quelque chose lui revint à l'esprit. Lentement, elle fouilla dans sa poche. Là, humide mais encore lisible, se trouvait une petite carte de visite. Elle l'avait oubliée jusqu'à présent. Quelques semaines plus tôt, elle avait aidé un homme dont la nièce s'était évanouie au marché. Elle l'avait attendu à la clinique routière, lui avait tenu la main et s'était assuré qu'ils allaient bien. Avant de partir, il la remercia et lui tendit sa carte. « Au cas où tu aurais besoin de quelque chose, dit-il. » Elle n'aurait jamais pensé l'utiliser. Mais maintenant, debout sous la pluie, le cœur lourd de souffrance et le sac rempli de souvenirs, c'était tout ce qu'elle avait. Elle regarda le nom, Kyo. Un inconnu, certes. Mais pour l'instant, il lui semblait être sa seule chance de prendre un nouveau départ. Lorsqu'Hank rassembla enfin son courage à deux mains pour appeler le numéro inscrit sur la carte, ses mains tremblaient. Elle ne savait pas quoi dire, ni même s'il se souviendrait d'elle. Mais dès qu'il décrocha, sa voix était chaleureuse et calme. « Hank, dit-il, comme s'il attendait de ses nouvelles. » Cette petite gentillesse lui fit monter les larmes aux yeux. Il se souvenait très bien d'elle. Ce jour-là, à la clinique routière, alors que sa petite nièce s'était évanouie à cause de la fièvre, Hank l'aida à porter la fillette à l'intérieur, resta avec eux, réconforta l'enfant et acheta même de quoi manger avec ses derniers sous. Elle n'avait rien demandé à l'époque. Elle voulait juste aider. Kyo ne l'a jamais oublié. Et maintenant, alors qu'elle n'avait nulle part où aller, cet acte de gentillesse devint sa bouée de sauvetage. Kyo vint la chercher lui-même. Il ne posa pas trop de questions. Il ouvrit simplement la portière et dit « Tu es en sécurité maintenant. » Pour la première fois depuis des semaines, Hank sentit ses épaules se relâcher. Le poids qu'elle portait, la peur, la honte, le chagrin, commença à s'alléger. Il l'emmena dans une petite maison paisible avec un jardin et des draps propres. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait dormi dans un endroit aussi doux. Et chaque jour après cela, Kyo vint la voir. Non pas par pression ni par pitié, mais avec patience. Il lui apportait des repas chauds, laissait jouer une musique douce et s'assurait qu'elle avait de l'espace pour respirer. La plupart des gens voulaient connaître les détails. Que s'est-il passé? Pourquoi t'ont-ils quitté? Pourquoi n'as-tu pas d'enfant? Mais pas Kyo. Il ne lui a jamais posé de questions sur son passé. Il n'a pas touché à ses blessures. Il ne se souciait que de son état actuel. Manges-tu bien? Demandait-il. As-tu bien dormi? Qu'est-ce qui te faciliterait la vie aujourd'hui? Ces petites questions commençaient peu à peu à l'apaiser. Hank n'avait pas besoin de faire semblant devant lui. Elle n'avait pas besoin de sourire quand elle était en train de pleurer. Si elle avait envie de pleurer, il s'asseyait tranquillement à côté d'elle. Si elle voulait parler, il l'écoutait comme si chaque mot comptait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait son cœur, pas seulement son ventre. Il ne la traitait pas comme si elle était brisée. Il la traitait comme si elle était précieuse. En présence de Kyo, Hank commençait à se sentir à nouveau comme une personne. Comme si elle n'était pas ruinée. Comme si elle pouvait encore ressentir de la joie. Non pas à cause de ce qu'elle avait perdu, mais parce que quelqu'un lui avait enfin montré que l'amour ne se résume pas à ce qu'on donne. Parfois, il s'agit simplement d'être vu. Et Kyo la vit. Complètement.
Hank avait tant souffert. Mais petit à petit, grâce au soutien discret de Kiyo, elle reprit conscience. Il ne la forçait jamais à aller vite. Il se tenait simplement à ses côtés, la guidant doucement, petit à petit. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le jardin à boire du thé chaud, il la regarda et lui dit « Tu es doué avec les herbes. Pourquoi ne pas partager ce don ?» Tout a commencé avec quelques pots de crème aux herbes qu'Hank préparait à la maison. Un savoir-faire qu'elle tenait de sa grand-mère au village. Kiyo l'a aidé à concevoir Simple Label et lui a créé un petit site web. Au début, c'était juste pour le plaisir, pour l'occuper. Mais petit à petit, les gens ont commencé à s'en rendre compte. Les commandes sont arrivées. Les amis ont parlé à leurs amis. Sa gamme de soins naturels a commencé à s'étoffer. Et à chaque produit qu'elle créait, elle se sentait un peu plus forte, un peu plus elle-même. Mais elle ne s'occupait pas seulement de ses affaires. Elle a décidé de prendre soin de son corps aussi. Et ce n'est pas parce qu'on le lui a dit. Non pas parce qu'elle pensait que cela réglerait tout. Mais parce qu'elle voulait se sentir à nouveau complète. Quel que soit le résultat. Elle a commencé à consulter des spécialistes, à faire des examens et à écouter son corps. Cette fois, ce n'était pas par peur ou par tristesse, mais par compréhension. Pour la paix. Elle voulait clore ce chapitre avec force, et non avec honte. Kiyo était toujours là. Il attendait patiemment dans les cliniques, lui tenait la main après les rendez-vous et lui disait combien il était fier. Petit à petit, Hank recommença à sourire. Elle se surprit à fredonner en cuisinant. Elle se remit à danser. D'abord seule dans la cuisine. Puis avec Kiyo. Elle riait comme une petite fille découvrant la joie pour la première fois. Puis, un matin, tout a basculé. Hank se sentait fatigué depuis des semaines. Un peu étourdi parfois. Elle pensait que c'était le stress ou qu'elle travaillait trop. Mais quelque chose en elle lui murmurait « Vérifie ». Elle ne se faisait pas trop d'illusions. Elle avait déjà connu trop de déceptions. Elle resta assise tranquillement dans la salle de bain, les yeux fixés sur le test. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait lui briser la poitrine. Et puis, 2 lignes, positif. Elle s'assit par terre et se mit à pleurer. Non pas par peur, mais par une joie profonde et silencieuse. Celle qui emplit chaque recoin de votre âme. Après toute cette honte. Tous les noms. Toutes les nuits de larmes. C'était là. La vie grandissait en elle. Elle entra dans le salon, le test à la main. Tremblant. Toujours incertain de la réalité. Kiyo leva les yeux de son ordinateur. Un regard sur son visage. Et il sut. Il se leva. Il s'approcha lentement d'elle et la serra dans ses bras. Aucun d'eux ne dit un mot. Mais dans ce silence, tout changea. Hank avait reconstruit sa vie. Maintenant, son corps reconstruisait quelque chose d'encore plus beau. Hank était assise sur son lit d'hôpital, nerveuse et silencieuse. Ses mains étaient froides et son cœur battait fort. Le médecin lui avait demandé de passer un scanner après que son test se soit révélé positif. Kiyo s'assit à côté d'elle, lui tenant doucement la main, lui donnant de la force sans un mot. Tandis que le médecin déplaçait le scanner sur son ventre, Hank retint son souffle. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Une partie d'elle était encore effrayée, incertaine que cette joie durerait. Puis l'écran s'est allumé. Le docteur a souri et l'a retourné. « Regardez » a-t-il dit doucement. Il y en a 2, battements de cœur. 2. Les yeux d'Hank s'écarquillèrent et ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc. 2. Répéta-t-elle doucement. Oui, acquiesça le médecin. Vous attendez des jumeaux. Hank ne put se retenir. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle fixait l'écran, les yeux fixés sur les petits cœurs scintillants. 2 petites vies grandissaient en elle. Elle posa la main sur son ventre et sanglota. Non pas de tristesse, mais d'un profond et puissant soulagement. Pendant tant d'années, on avait murmuré dans son dos. On l'avait blâmée, moquée, insultée. Elle était stérile, inutile. Même son mari lui avait tourné le dos. Elle les avait crus par moments, se demandant si quelque chose clochait chez elle. Mais maintenant, sur l'écran, la vie s'épanouissait. Pas un bébé, mais 2. Elle se tourna vers Kiyo, le visage baigné de larmes. « Donc, ça n'a jamais été moi » murmura-t-elle.
Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Il hocha simplement la tête et la prit dans ses bras. À cet instant, Hank sentit des années de douleur disparaître. Son silence avait été mal interprété. Les gens pensaient que son silence était synonyme de faiblesse. Ils ignoraient combien de nuits elle avait pleuré. Ils ne voyaient pas les prières qu'elle murmurait quand personne ne la regardait. Ils ne ressentaient pas la douleur d'être assise dans des pièces remplies d'enfants alors que ses bras restaient vides. Mais maintenant, tout était différent. Il y avait 2 petits miracles en elle. 2 réponses à des années d'attente. 2 signes que son histoire n'était pas terminée. Ce n'était que le début. Hank souriait à travers ses larmes, la main toujours sur son ventre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait fière d'elle. Pas seulement parce qu'elle était enceinte, mais aussi parce qu'elle n'avait jamais renoncé à elle-même. Même quand tout le monde l'avait fait. Et lorsque le médecin a imprimé le scan et le lui a remis, elle l'a tenu comme s'il était en or. Son cœur était rempli. Son esprit était vivant. Et pour la première fois, elle croyait vraiment qu'elle était suffisante. C'était un après-midi calme. Le soleil était doux et une légère brise passait par les fenêtres ouvertes. Hank était dans le petit salon, pliant des vêtements de bébé et fredonnant doucement. Son ventre commençait à se dessiner, et chaque coup de pied lui rappelait que la vie grandissait. Kyo était sorti plus tôt, lui disant qu'il avait une surprise pour elle. Mais elle n'en attendait pas grand-chose. Il n'était pas du genre à faire des promesses trop fortes. Son amour se manifestait toujours avec calme et discrétion. Lorsqu'elle entendit le bruit d'une voiture, elle regarda dehors. Kyo transportait prudemment quelque chose de gros depuis la banquette arrière. Au début, elle ne sut pas ce que c'était. Mais à mesure qu'il s'approchait, ses yeux se remplirent de larmes. C'était un berceau. Pas un berceau acheté en magasin. Il était fait main, magnifiquement sculpté dans du bois poli. Et sur le côté, délicatement gravé dans le cadre, figuraient leurs noms, Kyo et Ink. Les lettres étaient petites, mais pleines de sens. Elle sortit, les mains sur son ventre rond, sans dire un mot, se contentant de la fixer, surprise. Kyo la regarda et sourit. « Je n'ai pas de bague, dit-il doucement. J'ai apporté ça. Je veux construire avec toi, non seulement un foyer pour nos bébés, mais une vie avec toi. » Ink se couvrit la bouche de ses mains. Elle avait vu des demandes en mariage somptueuses à la télévision, avec des fleurs, de la musique et une foule nombreuse. Mais là, c'était plus beau que tout ce qu'elle avait imaginé. Il ne voulait pas l'impressionner avec de l'argent ou de grands gestes. Il voulait lui montrer qu'il prenait l'avenir au sérieux, qu'il était prêt à construire quelque chose de concret, de durable. Elle s'approcha de lui, le cœur rempli. Elle toucha les noms gravés, puis leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Oui » murmura-t-elle. C'était tout ce qu'elle avait besoin de dire. Kyo plaça délicatement le berceau près de la fenêtre et prit ses mains dans les siennes. Ils restèrent là, silencieux, tous 2 souriants, tous 2 rêvant de ce qui allait arriver. 2 petites vies. Un nouveau chapitre. Et un amour discret, mais profond et sincère. Ink n'aurait jamais imaginé connaître une telle paix. Après toute la douleur, le rejet et le chagrin, elle était là. Aimée, en sécurité et enfin choisie. Non pas pour ce qu'elle pouvait donner, mais simplement pour ce qu'elle était. Et cette fois, elle ne construisait pas seule. La réunion de famille était planifiée comme toujours. Grande, bruyante, avec de la nourriture et du bruit. Tout le monde a reçu son invitation. Tout le monde sauf Ink. Son nom manquait volontairement. Il ne s'attendait pas à sa venue. Il la croyait disparue, oubliée, effacée de l'histoire familiale. Après tout, c'était celle qu'ils appelaient autrefois Baron, celle dont ils disaient qu'elle n'avait rien à offrir. Mais ce jour-là, Ink ne s'est pas éloignée. Elle est arrivée dans une robe blanche simple mais magnifique. Pas trop voyante, juste épurée, gracieuse et rayonnante. Dans ses bras, elle tenait ses jumeaux, un de chaque côté, dormant paisiblement contre sa poitrine. Leur petit visage était calme, leurs petites mains enroulées autour du tissu de sa robe. À ses côtés marchait Kyo, son mari, la tenant doucement par la taille. Grand, calme, sûr de lui. Le même homme qu'il ne connaissait pas était désormais un milliardaire de la technologie, connu dans le monde entier pour ses inventions et sa réussite commerciale. La voiture qu'il conduisait était chère, certes. Mais ce n'était pas ce qui faisait tourner les têtes.
Ce n'était pas le chauffeur qui leur ouvrait la portière. Ce n'était même pas l'équipe de sécurité silencieuse qui les suivait à distance. C'était elle. La même Ink qu'ils avaient rejetée était revenue, mais sans honte. Elle était arrivée avec la paix dans les yeux, l'amour dans les bras et la force dans la démarche. Elle ne regardait pas autour d'elle en quête d'approbation. Elle n'essayait pas de prouver quoi que ce soit. Elle souriait simplement doucement en passant devant des visages familiers, qui autrefois chuchotaient à son sujet dans son dos. Quelques personnes s'arrêtaient au milieu d'une phrase en la voyant. Certains la fixaient du regard. D'autres se poussaient du coude, surpris. Ceux qui se moquaient d'elle peinaient désormais à trouver leurs mots. Elle trouva un endroit tranquille et s'assit. Elle serra ses bébés contre elle, les embrassa sur le front et murmura quelque chose que seule une mère pouvait dire. Kyo resta à ses côtés, la main posée sur son dos, le sourire fier et assuré. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa présence suffisait. La femme qu'il considérait autrefois comme inutile était revenue rayonnante. Et cette fois, elle n'était pas venue les mains vides. Elle était pleine de vie, d'amour et de tout ce qu'on lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir. Et même si son nom ne figurait pas sur la liste, sa présence est devenue le souvenir le plus inoubliable de ses retrouvailles. Ink se tenait près de la table à jus, berçant doucement l'un des jumeaux qui venait de se réveiller. L'autre bébé était dans les bras de Kyo, jouant joyeusement avec sa barbe et riant. L'instant était calme, simple, mais empli d'une joie tranquille. Puis elle entendit une voix derrière elle, aiguë, familière. C'était son ex-belle-mère, celle-là même qui la traitait autrefois de « perte d'utérus ». Elle s'approcha lentement, les yeux plissés, s'efforçant d'être polie. Mais la question qu'elle posait montrait qu'elle n'avait pas changé. « Ce sont les enfants de ta sœur ?» Ink se tourna vers elle, le visage impassible. Elle la regarda droit dans les yeux et répondit doucement « Non, ce sont les miens ». Pendant quelques secondes, tout s'arrêta. L'air était lourd. Le silence était profond, comme si tout le monde autour avait entendu ce qu'elle disait et ne savait pas comment réagir. C'était le genre de silence qui fige les gens. Son ex-mari, Mako, était à quelques pas. Il riait avec quelqu'un, mais il était maintenant immobile. Il regarda les bébés, puis Ink, puis de nouveau. Sa nouvelle épouse était à ses côtés, son sourire s'effaçant peu à peu. Aucun d'eux ne put dire un mot. La même femme qu'ils avaient chassée, celle dont ils se moquaient, qu'ils rejetaient et qu'ils blâmaient pour ne pas avoir d'enfants, se tenait maintenant debout, tenant le cadeau même qu'ils avaient dit qu'elle n'aurait jamais. Et elle n'était pas seule. Elle était avec un mari qui l'aimait, un homme qui n'avait pas besoin de parler fort pour être fort, un homme qui se tenait à ses côtés sans un mot, laissant ses actes parler plus fort. Les jumeaux se moquaient bien de l'attention. L'un jouait avec la barbe de Kyo, l'attirant et riant. L'autre tendait la main pour toucher le visage d'Ink. Ils étaient pleins de joie, innocents et libres, inconscients du poids de leur présence. Ink n'éleva pas la voix. Elle ne lança pas d'insultes. Elle n'en avait pas besoin. Sa paix était plus forte que la colère. Il n'y avait aucune vengeance dans ses yeux, seulement de la puissance, une puissance tranquille, celle qui naît de la connaissance de sa valeur sans avoir à la prouver. Et à cet instant, tout le monde comprit la vérité. Ink n'avait pas simplement tourné la page. Elle s'était relevée, avec grâce, avec force, et avec la plus douce des réponses, le rire de ses bébés. Ink n'a jamais cherché à cacher ce qu'elle avait vécu. Elle n'a jamais fait comme si la douleur n'existait pas et n'a blâmé personne. Au contraire, elle a laissé son histoire parler d'elle-même, calmement et honnêtement. Et avec grâce, elle a commencé à recevoir des invitations pour prendre la parole lors d'événements, de conférences et de sommets féminins à travers l'Afrique. On voulait l'entendre, non pas pour la célébrité ou l'argent, mais parce que son parcours était porteur d'espoir. Elle montait sur scène vêtue de robe simple, tenait le micro d'une main ferme et disait la vérité. Elle a parlé d'avoir été traitée de stérile, d'avoir été rejetée comme une moins que rien, de repartir à zéro avec rien d'autre que du courage et l'aide d'un homme bienveillant. Elle a parlé de sa lente guérison, de sa reconstruction, et du jour où elle a découvert qu'elle attendait des jumeaux. Et surtout, elle a parlé d'avoir appris à s'aimer à nouveau, non pas parce qu'elle était devenue mère, mais parce qu'elle avait réalisé qu'elle avait toujours été digne, même dans ses moments les plus sombres. Les gens écoutaient, les larmes aux yeux. Des femmes brisées commençaient à croire qu'elles pouvaient être à nouveau entières. Certaines disaient « Nkei, tu as raconté mon histoire », et d'autres murmuraient « Si tu as survécu à ça, peut-être que moi aussi ». De retour à la maison,
les choses ont changé. Les mêmes proches qui l'ignoraient autrefois sont maintenant apparus, souriant, essayant de faire comme s'ils l'avaient toujours soutenue. Les voisins, qui autrefois bavardaient, la présentaient maintenant comme notre fille, celle dont nous étions fiers. Même son ex-belle-mère a commencé à dire aux autres qu'elle était forte, depuis toujours. Mais Nkei n'appréciait pas les faux compliments. Elle ne recherchait pas l'approbation. Elle souriait gentiment, restait polie et se concentrait sur sa mission, aider d'autres femmes à guérir et à s'élever, comme elle. La nuit, quand le monde était silencieux, Nkei s'asseyait près du berceau de ses jumelles. Elle embrassait leurs petits fronts, les enveloppait dans des couvertures moelleuses et les regardait dormir paisiblement. Et à chaque fois, elle souriait. Non pas à cause de ce qu'elle avait maintenant, mais à cause de ce qu'elle était devenue. Son ventre n'était pas vide, il n'était jamais brisé, il attendait simplement le bon moment, un meilleur départ. Nkei, elle n'était plus la femme que l'on plaignait. Elle était celle qu'on admirait, celle dont on se vantait. Non pas parce qu'elle avait des jumeaux, mais parce qu'elle avait transformé sa douleur en pouvoir et choisi la guérison plutôt que la haine. Si l'histoire de Nkei vous a touché, ne faites pas défiler la page sans lui témoigner votre amour. Aimez si vous pensez que chaque femme mérite le respect, ou commentez, elle s'est levée, si vous avez ressenti son parcours. Partagez ceci pour inspirer quelqu'un qui se sent oublié. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires africaines puissantes qui prouvent que la douleur ne brise pas les reines, elle les construit.